Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui encore une vidéo très spéciale. On vous présente aujourd'hui une Ferrari et pas n'importe laquelle. La Ferrari sûrement la plus mythique des années 80-90, la Ferrari Testarossa. Alors au niveau des specs sur la Testarossa, donc on a un 12 cylindres en V, donc qui est incliné à 180 degrés, oui. 48 soupapes, ça c'est magnifique. Et puis en termes de puissance, donc on est à 390 chevaux. Et le couple, lui, est établi à 490 Nm. À savoir qu'à l'époque, cette Testarossa se vendait neuve, donc en 1989, à 917 000 francs. On a un poids sec annoncé à 1506 kg. Donc cette Testarossa est un modèle de 88, à savoir que les Testarossa, donc toutes générations confondues, y compris la 512 TR, qui était une sorte de relief de la Testarossa, ont été produites de 84 à 96, donc 12 ans de production. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui 12 ans de production pour un véhicule moderne, c'est impensable. À l'époque, voilà, c'était vraiment le fleuron de chez Ferrari. Et franchement, on comprend pourquoi. La voiture a un design qui est typique de ces années-là. La concurrente, c'était un peu la Countach de Lamborghini, qui avait aussi des arêtes hyper saillantes. Les lignes étaient très anguleuses comparées à la Modena également qu'on vous a filmé, où là, c'était justement une période où on cherchait à tout arrondir. Là, au contraire, sur la Testarossa, c'était vraiment des lignes droites acérées. Et franchement, c'est très loin des Ferrari modernes, mais on adore. Donc on va vous montrer un peu les petits détails qui font le charme justement de cette Testarossa. Pour commencer, pour moi en tout cas, le détail le plus important, c'est cette grille proéminente à l'arrière qui fait tout le long de la voiture, qui cache justement les feux à l'arrière. Donc ça, c'est juste un design incroyable, unique à l'époque. Cette grille, du coup, on la retrouve un peu partout, y compris au-dessus du moteur. Donc on a le moteur à l'arrière, le 12 cylindres, qui est caché justement par cette grille. Donc au niveau refroidissement, ça doit être énorme, parce que la grille comparée aux grilles qu'on retrouve aujourd'hui sur les Ferrari, ça n'a rien à voir. On retrouve également cette grille sur les côtés. Ça, c'est ce qui fait tout le charme également de la Testarossa. Ces grandes stries. Et quand on ouvre, on a justement l'air qui vient se faufiler là-dedans. Et justement, on se rend compte que contrairement aux prises d'air modernes, là, c'est utile, puisque du coup, ça vient refroidir directement le moteur qui se situe à l'arrière. Donc il y avait pour l'époque déjà un travail sur l'aéro qui était assez important. Donc autre détail qui sublime cette auto, c'est les jantes. On est sur des jantes 16 pouces. À titre de comparaison, c'est la même taille que les jantes de la MX-5 que j'avais, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. En plus, on a des flancs qui sont assez larges sur les pneus, parce qu'à l'époque, on travaillait beaucoup le design également des pneus. Donc c'est ce qui faisait qu'on avait des jantes un peu plus petites qu'aujourd'hui. Et du coup, le fait d'avoir des flancs justement qui sont plus larges, on gagne aussi en confort. Donc ça, c'était un point fort aussi pour cette auto. Ensuite, sur la face avant, on retrouve cette fameuse grille. Donc celle-ci, c'est pas pour refroidir le moteur, parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. Ah, non, c'est pas Théo. Donc ça vient dans le design. Contrairement à la 512 TR, celle-ci est vraiment rectangulaire. Sur la 512 TR, elle est un peu plus arrondie, tout comme les blocs optiques également à l'avant. Là, ils sont vraiment assez rectangulaires. Sur la 512 TR, ça a été retravaillé.
Et également, haut de détail, on ne se rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais sur la face avant, vous avez une entrée d'air ici, qui n'est pas symétrique. De l'autre côté, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est assez atypique. Et donc celle-ci, c'est une version avec les rétroviseurs de chaque côté, à savoir sur les premières générations de Testarossa. C'était à l'époque où la loi n'obligeait pas les constructeurs de mettre des rétroviseurs de chaque côté. Donc sur les premières générations, on avait uniquement un rétroviseur à gauche qui venait à ce niveau-là, qui était beaucoup plus haut. Donc vous pouvez voir sur les Testarossa, certaines ont un seul rétroviseur, c'est normal, ça dépend justement des générations. Donc c'est tout pour le design extérieur, on va passer à l'intérieur. Bonjour à tous. Alors, déjà au niveau de l'installation, tu as le seuil de porte et les sièges qui sont vachement bas. Oui. Maintenant sur les voitures de sport, tu as un seuil qui est haut et tu tombes, que là non, tu arrives, tu glisses dans la voiture direct. Alors le premier truc déjà à dire sur cette voiture, c'est que c'est une voiture des années 80. Donc il y a des choses que maintenant ça pourrait nous choquer, mais à l'époque c'était dingue. Et cette Testarossa, ça n'a rien à voir avec une voiture d'aujourd'hui. Parce que déjà, même les sièges, on retrouve comme la carrosserie, c'est tout carré. Tout à fait. C'est carré et pané comme à la cantine, on dirait les inconnus. Même les appuis-têtes. Même les broderies le logo du cheval cabré, c'est carré là aussi. Et après, là il y a quoi à l'arrière? Donc on peut retrouver des lanières pour mettre les bagages. Après moi déjà au poste de conduite, le truc hyper déroutant, là on peut dire qu'on a les pieds décalés quoi. Si tu veux, je vais prendre la caméra pour essayer de leur montrer. Donc là on est droit et en fait si vous voulez, on a même le frein qui est tout décalé sur la droite quoi. Parce que là on a le gros passage de roue. C'est en caméra, c'est peut-être pas trop parlant, mais en vrai, c'est peut-être pas très parlant, mais c'est vrai que le pédalier est totalement à droite du volant. C'est pas du tout centré. Alors, j'ai un peu ça dans le Speedster. C'est souvent le cas quand le passage de roue se situe au niveau des jambes. Mais là, c'est vraiment flagrant au niveau de la Testarossa. On a vraiment les jambes totalement à droite. Donc, sur les longs trajets, je pense qu'à l'époque, ça devait être assez fatigant. Ouais, mais si c'était normal à l'époque, tu vois. Ouais, mais je pense que tu avais quand même des voitures où tu avais le pédalier qui était centré. Oui, là, c'était. Ça, ils pensaient d'abord à la technique, aux pratiques. C'est ça. Comme dans une voiture qu'on va filmer en janvier, une marque anglaise. On ne donne pas tout de suite d'indices, mais c'est artisanal et c'est vraiment atypique. Et vous n'allez pas être déçus. Alors au niveau de la boîte de vitesse aussi, j'adore parce qu'on a vraiment l'esprit compétition qui se résume à cette boîte. Avec la première, je ne sais pas si on peut l'appeler dogleg, comme les appellent nos amis anglais sur les Aston Martin, avec la première qui est en bas à gauche. Et en fait, si vous voulez, sur circuit, on passe jamais la première. Donc c'est bien plus rapide de faire 3-2 que de faire 3-1-1-1-2. Donc voilà, petit détail sympa. Et après, Jimmy, tu m'as fait remarquer quelque chose, le compteur kilométrique qui est là au milieu. Alors on ne sait pas ce qu'il vient faire ici, il ne se retrouve pas au milieu du compteur. Ouais, et puis en fait, toutes les informations annexes qui ne servent pas vraiment, genre... on va vous filmer en détail pour vous montrer. Genre la réserve d'essence qui est là. Ça, c'est la température de l'huile. Ensuite, on a la pression d'huile, température eau, le contour et le compteur de vitesse. Puis ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, sur la planche de bord, elle est super sommaire, on ne retrouve rien, à part le poste radio. Alors là, on ne le voit pas très bien à la caméra, c'est en contre-jour. Donc là, on a le poste radio qui se situe là-dessous et aucun bouton du coup sur la planche de bord. Tout se situe ici, entre le conducteur et le passager. Vous avez tout pour la climatisation, enfin tout ce qui est ventilation, pardon, les warnings, tout se trouve ici en fait, les lève-vitres, etc. Vous n'avez rien du coup sur la planche de bord. Mais par contre, tu vois, avant de conduire, tu as intérêt à repérer où sont les boutons parce que c'est du pas coup, facile. tu les as pas sous les yeux. Et là, j'aime trop ce petit détail, regarde Jimmy. Range cassette. On a justement un range cassette dans la boîte à Tu peux ranger jusqu'à 6 cassettes dans une Testarossa. C'est trop classe ça. Ça, c'est super classe. À l'époque, je pense que d'avoir ça, t'étais fier comme un pape. T'étais fier comme un bar tabac. Fier comme un bar tabac. Et du coup, aussi, chose importante, le volant est vachement grand, je trouve, pour un véhicule typé sport. Et vachement, tu sais, comme vachement, ça. Vachement. Mais ça rappelle un petit peu l'angle qu'il y a dans la Mégane et dans la nouvelle Alpine aussi. Oui, un peu, ouais. Un volant qui n'est pas droit vraiment à la verticale comme sur les BM, mais vraiment plus plat.
Après, ça change pas grand-chose à la conduite. Oui, il faut s'y adapter, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Et Et le volant, il est trop beau quand même. Ouais, Non, il est simple. Il y a pas... C'est mythique. Et puis, il n'y a pas de bouton, c'est magnifique le volant Momo. Allez, on repasse à l'extérieur au bloc moteur. Alors, pour parler maintenant du compartiment moteur, alors, vous voyez la taille du capot qui est immense. Donc tout est aéré par cette grille pour cacher justement ce fameux 12 cylindres. Donc un 12 cylindres incliné à 180 degrés. Je pense qu'il y a très peu de voitures homologuées route en tout cas qui ont ce 12 cylindres à 180 degrés. Donc on retrouve sur les côtés les caches-culbuteurs rouges donc, qui viennent tout au long. Il est long Donc ce ça, moteur. Hein. c'est magnifique. Il est long et très bas aussi. Bah, ça, je sais pas parce que c'est. Tu crois que tu as l'embrayage ici? C'est le turbo ça, Jimmy. Ta gueule. Donc là, on a le moteur du coup qui s'arrête là, qui arrive vraiment jusqu'à derrière les sièges. Il est même avant l'essieu, tu vois. Regarde arrière. C'est vrai que si C'est on regarde, un moteur central. Hein. C'est un moteur central arrière. Et du coup, après on a du coup les échappements qui arrivent là. On remarque qu'il y a beaucoup moins de catalyseurs, etc. qu'aujourd'hui, avec les fameuses 4 sorties à l'arrière. Donc voilà pour ce qui est du bloc moteur. Assez impressionné justement par la taille de ce 12 cylindres. On vous filmera justement tout à l'heure le call start, comme ça vous allez pouvoir entendre le bruit qui est juste fabuleux. Donc au niveau du coffre du coup qui se trouve bien entendu à l'avant, on a un coffre qui est assez spacieux. Je pense qu'il est moins profond que dans la Modena qu'on a filmé. Ouais, mais tu vois, il est quand même un petit Beaucoup peu plus large. ouais, il revient du coup jusqu'au. Hein. Là on a du coup les passages de roues, donc forcément on perd de la place, mais on a quand même pas mal de place. Je pense que ouais, on peut partir en week-end, même si je pense que c'est pas la vocation de cette. Ouais, puis tu as aussi quand même On a aussi les attaches valises sangles, à tout à fait. l'arrière. Derrière les sièges, vous pouvez attacher des valises. Donc, il y a quand même pas mal de place. Hein. Plus que ce que je pensais. Donc, il faut remettre dans le contexte qu'à l'époque, des gens partaient en week-end ou en vacances avec des Testarossa. Aujourd'hui, ça se fait plus trop, je pense. Mais... En écoutant du Francis Cabrel. Ouais, dans les années 80. Oui, j'allais dire en écoutant du Kavinsky. Mais non, il était non, pas, à l'époque, il faisait pas de musique, je crois, non? Je pense pas. Donc, voilà. Autre petit détail aussi, les fameux clignotants qu'on retrouve également sur la Ferrari F430, mon Jimmy. Tout à fait. Et si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes qui sont sur la 458 également. Possible, ouais. C'est Donc, toujours du groupe Fiat, hein, donc forcément. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu un investissement énorme non, bon, après, pour ces dernières années chez Ferrari au niveau du design des clignotants. Pour des clignotants, franchement, ça suffit largement. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle présentation de voiture. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker également la vidéo. Ça nous aide justement pour le référencement. Donc n'hésitez pas. Cette voiture est actuellement en vente chez l'Automobile Paris. Vous retrouvez justement leur site internet en description. On les remercie encore une fois de leur disponibilité pour qu'on puisse justement filmer ce mythe de l'automobile. Donc n'hésitez pas également à aller les suivre sur leur réseau. En attendant, vous avez tous les liens dans la description de nos réseaux également, Instagram, TikTok, Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée à tous.